Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, on va faire une vidéo sur une carte graphique, la ROG Strix Gaming RTX 2080 Ti d'Asus. Donc c'est une carte graphique, comme son nom est très long, c'est une carte graphique très performante. Alors, je suis pas sûr qu'il y ait vraiment une relation. En tout cas, voilà, c'est une carte graphique qui embarque le GPU le plus puissant d'NVIDIA pour le gaming à l'heure où je vous parle. Et cette carte, donc la Strix, fait partie donc de la gamme ROG d'Asus. Et c'est le modèle, en attendant la Matrix, le modèle le plus haut de gamme d'Asus. Donc voici un petit peu à quoi ressemble la carte. On va voir ça en détail dans quelques instants. Mais globalement, c'est une carte qui est assez impressionnante de par sa taille et de par son poids. Elle fait à peu près 1,5 kg et puis un peu plus de 30 cm de long. Donc une carte très performante et puis très massive. Elle est composée donc de 3 ventilateurs sur la face avant pour dissiper toute la chaleur générée par la carte. Et donc on peut voir que le dissipateur, on va voir ça un petit peu plus en détail après, que le dissipateur couvre l'intégralité du PCB pour vraiment y arriver à évacuer la chaleur, qu'elle vienne du GPU ou des étages d'alimentation, des puces RAM, etc. Donc c'est une carte graphique qui embarque 16 Go de GDDR6, donc c'est spécifié sur la boîte, et puis elle est bien sûr compatible comme toutes les 2080 Ti avec la nouvelle fonction donc, de ray tracing et puis le DirectX 12. Alors intéressons-nous maintenant aux détails de cette carte graphique. Donc comme je vous l'ai dit, elle a 3 ventilateurs pour permettre de dissiper la chaleur. Et donc ces ventilateurs sont un petit peu particuliers puisqu'ils ont une bague qui relie toutes les pales. Alors ceci a 2 avantages. D'après Asus, ça permet au ventilateur d'être plus performant et plus silencieux, mais également de rigidifier les pales donc pour éviter que celles-ci ne soient détériorées si jamais vous les heurtiez avec un doigt ou avec un tournevis en montant la carte, etc. Sur le côté de la carte, donc on voit une pièce métallique où il y a l'inscription GeForce RTX, elle est plutôt sympa. Et donc cette pièce-là a pour but de rigidifier la carte graphique. Donc elle est solidaire de l'équerre PCI Express qui va tenir la carte dans votre boîtier. Et puis on voit qu'elle a plusieurs points de fixation au niveau du PCB. Donc comme la carte graphique est relativement lourde, elle fait jusqu'à 1,5 kg, elle occupe 2,7 slots. Et donc pour éviter que la carte ne force trop sur les ports PCI Express de votre carte mère, eh bien Asus a prévu donc cette pièce métallique qui va venir empêcher le PCB de plier et puis qui va donner donc une grosse partie du poids à l'équerre PCI Express donc pour que ce soit votre boîtier qui supporte le poids et pas la carte mère. Sur l'arrière de la carte, on voit une backplate. Alors cette backplate a plusieurs buts. Le premier, c'est de faire que la carte soit un petit peu plus jolie, donc un but esthétique, mais elle va également permettre de protéger la carte, donc pour éviter que vous mettiez des coups ou que vous la heurtiez lors du montage. Donc c'est aussi pour la préserver. Ça fait un petit peu plus joli et ça rigidifie la carte. Donc également, elle est vissée cette backplate à plusieurs endroits du PCB et donc ça va empêcher que la carte ne plie. Sur cette backplate, on voit qu'il y a un logo ROG qui va être éclairé, de même que le logo Republic of Gamers qui est ici. Donc les deux vont être éclairés avec des LED RGB, et donc vous pouvez choisir le mode de fonctionnement des LED ainsi que la couleur avec le logiciel Aura 5, on va le voir juste après. Au niveau donc de l'arrière de la carte, on voit aussi 3 fonctionnalités qui sont intéressantes. Donc on a le petit interrupteur qui est ici, les connecteurs PCI Express et puis les points de modification de la carte. Donc ces points de modification, sur cette génération, j'ai pas encore les schémas. Par contre, sur les générations précédentes, je peux vous dire que les 2 points que l'on voit ici servaient à débrider la carte. Donc si vous soudez un câble ou que vous mettez de l'étain entre ces 2 points, alors à ce moment-là, la carte est complètement débridée. Si vous ne le faites pas, Nvidia et Asus imposent à la carte des restrictions en termes de consommation, en termes de tension d'alimentation, etc. Donc si vous voulez vraiment faire du gros overclocking, vous allez devoir souder quelque chose ici. Vous allez perdre la garantie de votre carte, mais au moins elle sera complètement débridé, donc je vous conseille pas de le faire si vous êtes en air ou en water cooling. Par contre, si vous voulez faire de l'overclocking extrême, forcément il va falloir y passer. Ensuite, vous voyez donc 3 paires de points. Généralement, vous avez une paire qui sert pour le GPU, une paire pour la mémoire et puis une paire pour les tensions auxiliaires. Et donc chaque paire, il y a un point de mesure et puis un point qui permet de modifier la valeur. Donc je ne connais pas exactement sur cette carte, mais on va dire par exemple que ici on pourrait lire la tension du GPU et ici on pourrait modifier la tension du GPU. Alors c'est qu'un exemple. Il faut que vous vérifiez avant de faire les modifications qui correspond à quoi, et ça c'est assez facile avec un voltmètre. Vous le mettez en mode lecture, donc sur les tensions, et puis vous venez palper sur les points pour trouver celui qui correspond au GPU, celui qui correspond à la mémoire et celui qui correspond aux tensions auxiliaires, et puis ensuite vous savez que les autres paires fonctionnent comme ça. Sur l'arrière de la carte, donc on a le petit interrupteur qui est plutôt pratique et qui permet d'activer ou de désactiver toutes les LED. Donc un simple appui dessus va éteindre tous les éclairages de la carte et un nouvel appui va les remettre en fonction.
À l'arrière, on a la petite pastille qui fait le malheur de beaucoup d'utilisateurs. Donc cette pastille va s'assurer que vous n'aviez pas démonté la carte. Et donc si jamais vous devez changer le dissipateur thermique ou que vous voulez remplacer la pâte thermique, vous allez devoir démonter cette vis, retirer donc le sticker, c'est là que vous allez perdre la garantie de la carte. Donc c'est un moyen pour Asus de s'assurer, donc pour Asus et Nvidia, de s'assurer que vous n'avez pas endommagé votre carte en la démontant. Au niveau de la carte graphique, on a aussi le connecteur pour le NVLink pour faire du SLI. Donc faites attention, donc si vous achetez deux RTX 2080 Ti, vous pouvez les faire fonctionner en SLI. Par contre, les connecteurs qui permettent de faire ce SLI ne sont plus les mêmes qu'avant, donc vous allez devoir en racheter des nouveaux. Sur la carte, on voit les deux connecteurs 8 pins qui permettent d'alimenter la carte. Donc certaines 2080 Ti en ont 3. Honnêtement, pour de l'overclocking en air ou en water cooling, 2 sont très largement suffisants. Si vous vous orientez vraiment pour de l'overclocking extrême, peut-être que le troisième aura apporté quelque chose, mais j'en suis pas certain. Généralement, c'est plus le GPU lui-même qui limite, et le PCB de cette Strix doit être suffisamment performant pour ne pas vous brider en overclocking extrême si le GPU veut bien suivre. Donc je pense pas que ce soit ces connecteurs là qui vous brident. Le fait qu'il n'y en ait que 2 devrait ne pas poser de soucis. On a donc ici le dissipateur qui recouvre l'intégralité de la carte, comme on a déjà vu. Et puis particularité, donc on voit que ce dissipateur vient en contact avec le PCB à cet endroit-là. Et donc juste ici, c'est la zone où il y a les étages d'alimentation. Les étages d'alimentation de la carte graphique chauffent, et donc pour les refroidir, Asus a fait rentrer en contact le dissipateur avec les VRM. Et puis comme ça, toute la chaleur qui est émise par ces étages d'alimentation pourra être dissipée à l'aide du très imposant dissipateur. Donc ce qui devrait permettre à la carte de rester fraîche, que ce soit au niveau du GPU, mais également au niveau des étages d'alimentation et même de la RAM, puisqu'on va voir tout à l'heure que le dissipateur touche également la RAM. On voit d'ailleurs bien que le dissipateur donc, touche les puces RAM. Ici on a la puce M1, M2, M3, donc chaque puce fait 1 Go, on a 11 Go de RAM en tout, et donc le dissipateur vient en contact de la RAM pour la refroidir. Petite particularité de cette Strix, on a 2 BIOS, et donc on peut choisir entre le mode P, le P mode, ou le Q mode. Le P, ça veut dire performance, c'est-à-dire que tous les ventilateurs tourneront systématiquement afin que la carte soit plus fraîche pour avoir plus de performance, quand le Q mode, pour Quiet, va permettre au ventilateur de s'arrêter lorsque la carte est en dessous de 55 degrés. Donc en dessous de 55 degrés, les ventilateurs ne tourneront pas, la carte donc sera complètement silencieuse, et puis au-delà de 55 degrés, les ventilateurs se mettront en route pour améliorer les performances de dissipation thermique. À l'arrière de la carte, on peut voir donc on a 5 gros caloducs. Les caloducs vont permettre de prendre la chaleur, de la puiser au niveau du GPU et puis de la transmettre sur l'intégralité de ce dissipateur. Comme le radiateur est vraiment très grand sur ces caloducs, les performances seraient vraiment pas homogènes. Les ailettes qui seraient près du GPU serviraient beaucoup et les ailettes qui sont loin du GPU serviraient quasiment à rien. Donc là, les caloducs s'assurent que la chaleur est transmise à toutes les ailettes pour un fonctionnement optimal. Enfin, au niveau du PCB, on a de quoi connecter les ventilateurs. Donc ça, c'est une petite fonction intéressante. Ça va permettre de brancher par exemple des ventilateurs de boîtier. Quand la carte ne chauffe pas et que la carte n'est pas sollicitée, les ventilateurs qui sont dessus, vous pourrez par exemple leur demander de ne pas tourner. Comme ça, vous aurez les ventilateurs de la carte qui ne tournent pas, les ventilateurs de votre boîtier qui seraient à l'arrêt. Donc quelque chose qui est vraiment très silencieux. Et puis, une fois que la carte se met en route, qu'elle chauffe, donc que vous êtes en train de jouer, eh ben, vous pouvez demander à vos ventilateurs de boîtier de se remettre en route afin de dissiper la chaleur que la carte va émettre dans votre boîtier pour pas que la température ambiante à l'intérieur du boîtier n'augmente de manière trop importante. Donc voilà, une petite fonction qui est sympa sur cette Strix. Au niveau des connexions, cette carte dispose de 2 connecteurs DisplayPort en version 1.4 et de 2 HDMI 2.0 en version B, ainsi qu'un USB type C. Donc on vient d'installer notre 2080 Ti Strix sur notre configuration de test, donc qui est composée entre autres d'une Maximus 11 Apex, et puis on va voir les fonctionnalités qui sont proposées par le logiciel GPU Tweakit d'Asus, c'est la version 2. Pour télécharger ce logiciel, il suffit d'aller donc sur internet, de taper 2080 Ti Strix, on se rend sur la page d'Asus et puis on peut télécharger donc celui-ci. L'installation est relativement facile et l'utilisation n'est pas compliquée non plus. Donc pour voir un petit peu comment fonctionne la carte, j'ai installé GPU-Z qui est ici et qui va vous donner toutes les informations concernant la carte graphique, donc que ce soit le GPU qui l'équipe, le nom de la carte, le type de RAM, la version du BIOS, etc., le type de RAM. Donc vous avez vraiment toutes les informations utiles ici. Pour ceux qui ne voudraient pas télécharger ce logiciel GPU-Z, vous avez une version qui est incluse aussi dans GPU Tweak. Personnellement, je préfère avoir la version à part pour pouvoir avoir les informations en toutes circonstances. Une fois que le logiciel est installé, vous allez avoir plusieurs petits modes. Vous allez avoir le mode overclocking, donc qui a une fréquence de base de 1600
on va attendre que ça se rafraîchisse un petit peu, de 1665 MHz. Donc ça c'est la boost de base. Après par-dessus ça il y a encore le boost 4, etc. Donc vous ne fiez pas vraiment à ces fréquences-là, il faut avoir la carte en fonctionnement pour les avoir. Le mode overclocking donc qui optimise les performances. On a le mode gaming qui est le mode le plus équilibré entre les températures, le silence et les performances. Et ensuite on a le mode silence qui donne un avantage au silence et puis qui baisse un petit peu la fréquence, donc à 1635. Donc la carte est un peu moins performante, mais par contre vous devriez vous y retrouver en termes de silence. Comme j'ai mis le BIOS donc sur le PCB, je vous rappelle, on a vu tout de suite qu'il y avait un petit interrupteur ici qui permet de choisir entre le P mode et le Q mode. Donc moi je l'ai mis en Q mode pour avoir le Quiet mode, et du coup avec ce BIOS là il y a cette petite option qui a apparu, donc qui permet de faire le 0 dB fan. Donc c'est à dire que les ventilateurs devraient s'arrêter en dessous d'une certaine température. Malheureusement, donc même si j'ai sélectionné le 0 dB mode, les ventilateurs continuent de tourner, et puis on peut voir ici qu'ils tournent à 24%, donc ils ne sont pas forcément très bruyants, mais ils ne sont pas en mode 0 dB, donc je ne sais pas pourquoi, puisque j'ai non seulement mis l'interrupteur sur Q mode, j'ai activé ici le 0 dB, je me suis même mis en mode silence pour voir, mais malgré tout, les ventilateurs continuent de tourner, donc là je pense que c'est peut-être un souci de BIOS ou un souci de logiciel. J'ai pris la dernière version, mais ça n'a pas fonctionné chez moi, donc il faudra investiguer un petit peu. Si jamais les 3 modes proposés ne vous donnent pas satisfaction, vous pouvez en plus faire un test à ce logiciel, donc lui faire exécuter un OC scanner. Donc une fois que vous cliquez dessus, vous allez lui renseigner quelques paramètres, donc le power target que vous souhaitez, les températures cibles que vous souhaitez, la fréquence de la RAM ainsi que les tensions d'alimentation. Une fois que vous avez rempli ces paramètres là, vous pouvez lui demander de lancer le test, et puis il va tester votre carte à différents points de fonctionnement en termes de tension d'alimentation et de fréquence, et puis il va vous faire une courbe personnalisée qui dira vraiment ce que votre carte a dans le ventre et qui sera adapté à votre carte. Ce test prend 20 à 30 minutes, donc je vous conseille de le faire quand vous avez un petit peu de temps. Et puis si malgré ça vous n'êtes toujours pas satisfait, vous avez le mode manuel, donc Advanced Mode, où là vous pouvez régler donc les fréquences, les tensions d'alimentation, les power target, vraiment tout manuellement. Donc là voilà, c'est le mode le plus avancé qui prendra le plus de temps, mais qui vous permettra sans doute de pousser la carte dans ses derniers retranchements. Une fois que vous avez pris en main ce logiciel, vous avez également des outils que j'ai pas forcément installés, mais par l'intermédiaire de ce GPU Tweak 2, vous allez pouvoir aller directement aux pages de téléchargement. Donc on imagine que vous ayez besoin de Furmark pour faire un test de stabilité ou de LoRaSync pour faire la gestion des LED. Il vous suffit de cliquer dessus, ça ouvrira votre navigateur internet et ça vous mettra sur la page de téléchargement du logiciel. Vous n'avez plus qu'à renseigner donc, le système d'exploitation que vous utilisez pour pouvoir télécharger celui-ci. Alors avant de nous quitter, on va regarder un petit peu plus en détail le PCB de cette 2080 Ti Strix. Alors j'ai pris une photo, donc je l'ai empruntée au comptoir du hardware, donc merci à eux pour avoir fait cette belle photo, tout simplement parce que je ne peux pas encore démonter ma propre carte. J'ai besoin qu'elle reste avec le dissipateur pour le moment, pour pouvoir faire mes tests de température, pour pouvoir faire les tests de fréquence, et puis pour un projet qui va bientôt arriver. Donc voilà, j'ai juste emprunté cette photo, et ça va me permettre de vous expliquer un petit peu comment est fait ce PCB, et puis à quoi servent toutes ces zones, et puis pourquoi est-ce que c'est important d'avoir une Strix plutôt qu'une carte on va dire de référence. Donc lorsque vous connectez votre alimentation aux connecteurs 8 pins qui sont ici, donc aux 2 connecteurs 8 pins, votre alimentation va donner du 12 volts. Le souci c'est que votre GPU qui est au centre de la carte, lui ne fonctionne pas en 12 volts, il va fonctionner par exemple à 1 volt. Alors la tension d'alimentation change un petit peu en fonction des fréquences et en fonction de si vous overclockez ou pas, mais on va prendre 1 volt pour expliquer. Et donc si ici on a du 12 et qu'ici on a du 1, il n'y a pas de magie, il va falloir à un moment ou à un autre que ce 12 se transforme en 1, et c'est là que les étages d'alimentation qui sont entourés en rouge et en vert vont intervenir. Donc les étages d'alimentation, on en a plusieurs types. On a ceux qui sont en vert qui vont transformer le 12 volts en tension d'alimentation pour la RAM. Donc ceux-ci, ces 3 étages d'alimentation, donc on en a 1, 2, 3, sont dédiés à la RAM. Donc là les puces RAM, on les voit, c'est ces petits rectangles noirs, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Ici la puce qui manque, c'est normal, elle n'a pas été arrachée, c'est parce qu'on a besoin de 11 Go, et donc comme on a des puces de 1 Go, ça en fait 11.
Donc la zone verte pour dédiée à l'alimentation de la RAM, et donc vous l'avez compris, la zone rouge dédiée à l'alimentation du GPU. Alors petite particularité, c'est que ici on va dire que c'est les muscles qui transforment le courant, mais ces muscles-là ils ont besoin d'un cerveau, donc le cerveau c'est la partie qui est ici en orange, et donc chose assez spécial, assez bizarre, on a donc 10 phases, le cerveau peut gérer jusqu'à 10 phases, le souci c'est quand on compte, et on en a 16. Alors c'est un petit peu bizarre et c'est un petit peu bancal. On a la même chose sur les cartes de référence, c'est-à-dire que certaines voies vont piloter une phase et certaines voies vont devoir en piloter deux. Donc c'est un fonctionnement un petit peu hybride qui permet de réduire la consommation lorsque la carte est peu sollicitée et qui permet d'avoir beaucoup de phases d'alimentation lorsque la carte est fortement sollicitée. Donc les étages d'alimentation, ils sont composés ici de la partie qui va transformer le courant et puis d'une bobine qui va stabiliser, donc qui va lisser le courant, et les condensateurs qui sont là sous le 1, 2, 3 qui vont lisser eux la tension d'alimentation. Donc sur cette carte on a 16 on va dire parties actives qui sont découpées en fait en 10, mais le fait d'en avoir plusieurs va permettre à la carte d'être plus stable, de moins chauffer à cet endroit là, donc à l'endroit des étages d'alimentation, et puis de pouvoir faire de l'overclocking un petit peu plus poussé. Cette carte a un TDP d'à peu près 250 watts, donc 250 à 280 watts de base, donc quand on ne fait pas de modification. Et donc pour vous expliquer, imaginez qu'on ait un seul étage d'alimentation, que la carte a un TDP de 250 watts, ça voudrait dire que cette partie-là doit convertir 250 watts, et forcément elle n'y arriverait pas, l'étage d'alimentation qui est en charge de ça prendrait feu, et la carte serait détruite. Donc au lieu d'avoir 250 watts sur une zone, si on en met deux, on n'a plus que 120 watts, enfin 125 watts et 125 watts, et puis si on en met 10, on n'a plus que 25 watts par étage. Donc plus on va mettre d'étages, et puis plus ceux-ci seront, on va dire, faciles, donc travailleront de manière facile, et plus ils pourront donner une tension d'alimentation stable, une tension lisse, qui permettra à la carte d'être plus stable et de mieux s'overclocker. Et puis on a aussi la raison, c'est que quand on va vouloir faire de l'overclocking, la tension d'alimentation va fortement augmenter, la consommation de la carte va très fortement augmenter, et donc là les étages d'alimentation vont être encore plus sollicités. Donc on va dire que 16 phases d'alimentation pour quelqu'un qui est en air, en water cooling, c'est presque déjà trop. Alors c'est jamais trop, mais c'est plus que suffisant. Asus a pourvu ces cartes de beaucoup d'étages, c'est surtout pour, si vous le souhaitez, si vous voulez faire de l'overclocking, au moins vous savez que les étages d'alimentation seront présents et que les étages d'alimentation ne lâcheront pas dès que vous allez commencer à pousser un petit peu cette carte. Et puis on a sur le bas, donc quelque chose qui est un petit peu moins, je vais pas dire utile parce que c'est forcément utile, mais qui est un petit peu moins important pour l'overclocking, c'est l'alimentation des USB type C. Voilà, donc j'espère que vous comprenez un petit peu pourquoi est-ce que c'est important d'avoir une carte type Strix, donc qui est plus haut de gamme avec un PCB renforcé quand on veut faire de l'overclocking, et puis pourquoi est-ce que ce genre de cartes sont plutôt utilisées par les overclockers ou plutôt recommandées par les overclockers, parce que voilà, quand on va commencer à taper dedans, on est bien content que les étages d'alimentation soient renforcés, soient plus solides. Voilà, donc j'espère que vous avez appris plein de choses, que vous avez eu les réponses aux questions que vous pouviez vous poser concernant cette 2080 Ti Strix. Pour notre part, on a prévu de jouer un petit peu plus avec dans les jours qui viennent. L'idée c'est de faire des tests d'overclocking, donc avec les 3 paramètres préétablis, avec l'OC Scanner et avec l'overclocking manuel, voir un petit peu qui donne quoi, dans quel paramètres, donc avec quelle fréquence maximum, avec quelle température, à quel niveau de bruit, etc. Et puis dans l'idéal de jouer un petit coup aussi avec de l'azote liquide, parce qu'après tout cette Strix c'est la version haut de gamme, donc en attendant la Matrix on a vraiment envie de se défouler sur celle-ci et puis de voir un petit peu ce qu'elle peut donner. Donc je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et puis n'oubliez pas de mettre un petit pouce si vous avez apprécié. Allez, à bientôt.